nouveau un habitué presque maintenant des masterclass, Olivier Sibony, qui vient nous parler d'un sujet absolument clé qui est la diversité, comment la diversité nous rend meilleurs, nous rend plus performants, et on va voir qu'il a mis un gros pavé dans la mare sur ce sujet. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Ravi de t'accueillir. Donc ton bouquin « La diversité n'est pas ce que vous croyez » fait suite à un certain nombre de best-sellers sur le management, sur les biais cognitifs, au-delà des biais cognitifs, sur l'impact du bruit avec Noise, que tu as écrit avec Daniel Kahneman il y a quelques temps. Voilà, on est vraiment ravis de pouvoir échanger sur ce sujet. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, merci de votre fidélité. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour parler du leadership de la mer, avec ce très beau témoignage de Capitaine au long cours. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre plateforme de podcast préférée. Les masterclass Excellence Managériale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive, qui est une plateforme d'accompagnement des managers pour les aider à être de meilleurs coachs pour leurs équipes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales. La page de publicité est terminée. Et Charlotte, est-ce que tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour ? Olivier, vous êtes l'une des figures majeures de la pensée critique appliquée au management et à la stratégie. Professeur affilié à HEC Paris et associate fellow de la Saïd Business School d'Oxford, vous êtes reconnu internationalement pour vos réflexions et vos travaux sur la prise de décision stratégique, les biais cognitifs et l'intelligence collective. Avant de rejoindre le monde académique, vous avez passé plus de 20 ans chez McKinsey & Company, où vous avez accompagné des grandes entreprises dans leurs choix stratégiques les plus sensibles. Une expérience de terrain qui alimente aujourd'hui votre réflexion sur les erreurs systématiques de jugement et sur les moyens d'y remédier. Auteur à succès, vous êtes à l'origine de plusieurs best-sellers, dont Vous allez commettre une terrible erreur et Noise, coécrit avec le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman et Cassius Stein. Vos travaux sont traduits en plus de 20 langues et sont aujourd'hui utilisés dans les plus grandes écoles de management et au sein des comités exécutifs de grands groupes. Dans votre nouveau livre, « La diversité n'est pas ce que vous croyez », vous allez au-delà des discours convenus. Vous démontrez comment la diversité cognitive peut devenir un véritable levier stratégique puissant. À travers vos recherches, vous invitez les leaders à repenser la manière dont ils écoutent, débattent, collaborent et décident. Votre carrière incarne une exigence constante, celle de penser contre soi-même pour mieux décider avec les autres. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. J'ai un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le véritable sens de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux. Finalement, cette quête de la diversité, elle a commencé avec Rosa Parks le 1er décembre 1965 quand elle refuse de céder sa place à une blanche. Elle a continué avec Martin Luther King lors de son fameux discours en 1963 devant le Lincoln Memorial. Pourquoi est-ce qu'on parle de diversité alors que c'est avant tout une question éthique qui semble dater déjà de la Révolution française et puis aux États-Unis des années 60? C'est une très bonne question. En fait, ça nous paraîtrait tout à fait ridicule si on nous disait, tu parles de Rosa Parks, si on disait, en fait, ce qui est bien dans le fait que Rosa Parks ait refusé de s'asseoir à l'arrière du bus, c'est que comme ça, il y a plus de diversité à l'avant. C'est pas pour ça que c'est bien que Rosa Parks s'asseye à l'avant du bus. C'est parce que c'est pas juste qu'on lui dise de s'asseoir à l'arrière. Donc, moi, ma perspective sur la diversité, c'est que on devrait commencer par se demander où est-ce qu'on a un impératif éthique, où est-ce qu'on a une obligation de justice, où est-ce qu'on a une obligation de donner à tout le monde les mêmes opportunités. Je ne vais pas essayer de le dire avec autant d'éloquence que Martin Luther King, mais fondamentalement, la question est là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de diversité ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce mot bizarre de diversité au lieu de parler de justice ? En fait, ça remonte exactement à l'époque dont tu parles. L'histoire, elle est un petit peu longue, mais ça mérite de faire un petit détour historique. L'histoire, c'est que quand Kennedy puis Johnson prennent un certain nombre de décrets qui font avancer les droits des Noirs aux États-Unis avec ce qu'on appelle l'affirmative action, un terme valise qui veut rien dire en anglais, pas plus qu'en français d'ailleurs, ça veut juste dire une action affirmative pour essayer de faire avancer les droits des minorités, forcément ça pose un problème parce que, comme dit Martin Luther King, le problème c'est que tous les hommes sont égaux et que normalement on ne devrait pas avoir besoin de faire des exceptions à cette égalité pour que tout le monde soit traité de la même manière. Ce que dit Martin Luther King, c'est que évidemment ça n'était pas la réalité et que donc il y avait besoin d'une affirmative action. Mais à la lettre,
ça crée une forme de discrimination. Et donc un certain nombre d'hommes blancs à l'époque, en particulier un qui s'appelle Alan Bakke, vont dire « je suis défavorisé par ça ». Bakke est un gars qui était candidat à une université de médecine, je crois, si j'ai bonne mémoire, et qui dit avec les notes que j'avais, j'aurais dû être pris à la place des Noirs qui ont été pris avec des notes plus faibles, donc c'est inéquitable. Et son cas va remonter jusqu'à la Cour suprême, ça va prendre longtemps, mais la Cour suprême va statuer sur son cas de mémoire en 73. Et là, ils sont très embêtés à la Cour suprême. Ils disent c'est embêtant parce que l'affirmative action, on voit bien pourquoi c'est nécessaire. Tu viens de nous en montrer les racines historiques. Donc à l'époque, la Cour suprême est plutôt libérale, comme on dit, donc plutôt à gauche, et tout à fait en faveur de l'affirmative action. Et en même temps, quand ils lisent la Constitution, ils disent c'est vrai qu'avoir des quotas en fonction de la couleur de peau, c'est pas complètement cohérent avec l'idée que we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. La Constitution n'autorise pas à faire des discriminations sur la base de la couleur de la peau. Et donc ils se grattent la tête pendant très longtemps, et ils finissent par avoir une percée conceptuelle qui est de dire la raison pour laquelle il faut qu'on ait des quotas à l'université, alors d'ailleurs pas des quotas, il ne faut pas qu'on ait des quotas, mais la raison pour laquelle c'est bien qu'il y ait des noirs et des blancs à l'université, et pas seulement des blancs qui seraient la ligne de plus grande pente, c'est parce que ça sera bien pour les blancs qu'il y ait des noirs et bien pour les noirs qu'il y ait des blancs. Dans une université, la diversité a des bénéfices éducatifs. Le fait qu'on soit dans une université diverse est en lui-même un facteur de succès pour tout le monde dans cette université. Et donc, c'est pas un jeu à somme nulle où Bakke perd parce que quelqu'un a gagné, c'est un bénéfice pour tous ceux qui vont rentrer dans cette université, quelle que soit la couleur de leur peau. En fait, c'est la diversité en tant que telle et pas le fait de favoriser telle ou telle catégorie qui conduit à la diversité, qui a un bénéfice. Cette invention-là, c'est une invention. On peut penser que c'est vrai dans le contexte de l'université, je le pense évidemment. Cette invention-là est une invention en réaction à la situation que tu viens de rappeler, qui est une invention juridique pour dépasser un problème juridique. Et en fait, dans les universités, c'est assez évident, assez juste et assez naturel de penser ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, les entreprises vont avoir le même problème. C'est que quand elles veulent à leur tour faire de l'affirmative action, elles se heurtent au même obstacle, qui est que les majorités, entre guillemets, en gros les hommes et les blancs, vont dire « oui, mais attends, si tu favorises les autres, ça me défavorise moi ». Et donc, on va leur tenir le même discours. Et on va donc chercher des arguments business pour dire ce qui est évident dans les universités, mais qui l'est moins dans les entreprises, qui est que la diversité est bonne pour le business, comme c'est bon pour l'éducation. Et voilà d'où vient la quête d'arguments pour expliquer pourquoi la diversité démographique, raciale dans l'exemple que tu viens de montrer au sens américain, ou même de genre, va être bénéfique. Et donc c'est là-dessus qu'on a lu des tas d'études qui tentent de nous convaincre de ça. Donc en quelque sorte, le capitalisme a gagné face à l'éthique sur la bataille des idées, puisque aujourd'hui on parle de diversité en fonction de son utilité et non plus en fonction de la morale. Il a gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que les arguments capitalistes, le business case, comme on dit, en faveur de la diversité, qui est l'argument qu'on a utilisé de manière écrasante. Il y a une étude que je cite dans le livre qui montre que littéralement 99% des entreprises justifient leur politique de diversité par un business case et non pas par des arguments éthiques. Cet argument, en réalité, est beaucoup moins solide qu'on a tendance à le croire au vu de la fréquence avec laquelle il est répété. Il suffit malheureusement pas qu'on le répète pour que ça soit vrai, et en fait on a un contraste tout à fait frappant entre la pensée managériale dominante qu'on peut lire sur LinkedIn ou dans les journaux, et ce que dit la recherche sur ce sujet. Alors tu cites un article qui a fait date de Robinelli et de David Thomas dans les années 2000, qui identifie un certain nombre de bénéfices. Le premier, c'est finalement, la diversité, ça me permet de ressembler à mes clients, parce que mes clients sont divers, et donc il faut que les interlocuteurs de mes clients soient aussi divers que mes clients. Leur deuxième argument, c'est innover grâce à la diversité. J'ai des origines différentes, je vais avoir plus d'idées, et ce brassage d'idées va être positif pour aider l'innovation. Et puis, un troisième argument qui s'est rajouté après, qui est la guerre des talents. À un moment où les talents sont rares, il faut que je puisse trouver les femmes dans les communautés, les meilleures personnes. Il y a beaucoup de bon sens derrière cette énumération. Pourquoi est-ce que finalement, tu jettes un pavé dans la mare et tu dis, bah non, en fait, même si le World Economic Forum en 2019 écrit les preuves du business case sont écrasantes, même si l'ONG Catalyst qui fait foi sur le sujet répertorie plus de 50 sources
d'études qui ont été menées et qui prouvent que, toi tu dis, en fait, si on prend un peu de recul et si on regarde la recherche académique sur le sujet, la photo est beaucoup plus floue qu'on pensait au départ. Absolument. Et les mêmes Elie et Thomas que tu cites, qui donc, après avoir travaillé pendant 20 ans sur ce sujet, ont essayé de démontrer la présence de ce business case, écrivent un article dans la Harvard Business Review il y a quelques années, dont le sous-titre est « Enough already with the business case ». Il y en a marre du business case. C'est pas nécessaire de parler du business case. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la recherche a démontré que certains de ces bénéfices sont réels, mais qu'il faudrait que ces bénéfices soient extraordinairement colossaux pour qu'ils aient un impact sur la bottom line. Je donne un exemple. Il y a quelques bénéfices qui sont clairs. Tu disais une entreprise proche de ses clients. Oui, ça va te permettre d'atteindre certaines cibles de clientèle. Donc, si tu es une banque et que tu veux être présent dans des quartiers aux États-Unis qui sont des quartiers noirs, il vaut mieux que tu aies des guichetiers et des chargés de clientèle qui sont noirs. C'est le bon sens. Le problème de cet argument-là, c'est que dans un monde où il y a des inégalités qui sont ce qu'elles sont, il te conduit logiquement à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des noirs pour s'occuper des clients blancs. Et là, ça devient un énorme problème, puisque malheureusement, il y a une majorité de clients blancs, et plus on va monter dans la hiérarchie, plus les clients vont être blancs. Donc, l'argument... Et puis en plus, c'est juste le guichetier, parce que le manager, il n'est pas en contact avec le client, et le dirigeant, il est... Sauf dans la mesure où les clients sont noirs. Mais si la seule logique, c'est d'avoir des vendeurs qui ressemblent à leurs clients, c'est une logique qui, par définition, ne va pas promouvoir les minorités. Elle va promouvoir les majorités qui ressemblent aux majorités des clients. Donc, c'est un peu court. L'argument de la qualité de l'innovation et de la puissance de la réflexion collective est tout à fait vrai. Quand on a des gens qui ont des idées différentes, ils ont des meilleures idées. Mais comme le disent Ella et Thomas dans leur papier, il faudrait que l'impact de la qualité de ces réflexions soit extraordinairement fort pour que ça se traduise par un impact sur la bottom line de l'entreprise. Donc, il faut distinguer ici deux types de mesures. Il y a la mesure macro sur la performance globale de l'entreprise, où là, toutes les études sérieuses disent il n'y a pas de corrélation entre la diversité et la performance globale de l'entreprise. Et puis les études micro sur des aspects, par exemple, de qualité de travail d'équipe dans une équipe. Sur la performance globale de l'entreprise, ça n'est au fond pas du tout surprenant que la diversité n'ait pas d'impact sur la performance globale d'une entreprise. Enfin, s'il suffisait de tourner le curseur du nombre de femmes ou du nombre de minorités dans un comité de direction pour améliorer la performance d'une entreprise, il y a longtemps que toutes les entreprises l'auraient fait. Et plus généralement, s'il y avait un seul facteur sur lequel on peut agir pour obtenir un résultat global sur la performance de toutes les entreprises, il n'y aurait plus besoin d'avoir des départements de stratégie dans les écoles de management qui se demandent fondamentalement, c'est la question centrale de la stratégie, quels sont les facteurs qui expliquent une surperformance. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu naïf dans l'idée que magiquement, en tournant le robinet de la diversité ou de quelque autre indicateur que ce soit, on va améliorer la performance globale d'une entreprise. Le fait que ça ne soit pas vrai ne devrait pas nous surprendre. Ensuite, au niveau micro, il y a des bénéfices de la diversité dans certaines circonstances, sous certaines conditions et sous certaines définitions de la diversité, soit dit en passant, qui ne se traduisent pas toujours par qui ne se traduisent généralement pas par des impacts visibles au niveau global de l'entreprise, simplement parce que, je reviens à l'argument précédent, c'est difficile de faire bouger le curseur de la performance globale de l'entreprise. Quand on a dit ça, est-ce qu'on a dit que la diversité, c'est pas important? Mais pas du tout. Pas du tout. La diversité, c'est important pour une raison de base, qui est que, je reprends ton exemple de tout à l'heure, si Rosa Parks n'a pas le droit de s'asseoir à l'avant du bus, c'est pas juste. C'est pas juste. Et une entreprise a une obligation éthique de faire des choses qui sont justes. Si je disais demain qu'il y a un business case pour le fait de polluer les rivières plutôt que de retraiter ses déchets, ça serait vrai. Ça coûterait moins cher de balancer les déchets dans les rivières et de pas se faire prendre que de traiter ses déchets proprement. Mais on le fait pas, du moins j'espère, parce que c'est pas bien. Donc l'argument business ne devrait pas être nécessaire pour faire des choses qui sont bonnes, ni suffisant pour faire des choses qui sont pas bonnes. Comment est-ce que tu analyses le phénomène aux États-Unis où un certain nombre d'entreprises reviennent sur leurs engagements de diversité, d'inclusion de façon assez brutale, même certains fonds d'investissement qui s'étaient dit très favorables, très engagés, finalement disent mais finalement ça n'a pas d'impact sur le business et donc
Est-ce que c'est un abandon de la morale? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est une réalisation de ce que tu analyses dans ton bouquin, qui est de dire, en fait, ça n'a pas d'impact sur le business, donc si je suis juste un fonds d'investissement, j'ai pas besoin d'investir dans des boîtes qui sont responsables sur ces sujets? Écoute, je l'analyse d'abord comme un excès américain qui répond à des excès américains. Donc je vais te dire ce que j'en pense, mais préfaçons ça en disant que c'est pas notre débat, c'est pas notre problème, c'est le leur. On est dans une situation très différente. La plupart des politiques de diversité que Trump interdit aujourd'hui sont des politiques qui étaient déjà interdites en France parce qu'elles sont discriminatoires. On n'a pas le droit en France d'avoir des quotas à ratio. On n'a même pas le droit de mesurer des populations en fonction d'une ethnicité. Donc, entendons-nous bien, c'est un problème américain. Maintenant, dans ce contexte américain, comment j'interprète le fait que des entreprises comme Accenture, par exemple, disent « Nous avions une formidable politique de diversité à laquelle nous étions super committed et nous la rayons d'un trait de plume parce que maintenant, ça mettrait en danger une partie de notre chiffre d'affaires avec l'administration américaine ». Pour moi, l'interprétation la plus logique est de dire qu'en fait, ils n'y croyaient pas vraiment. C'est-à-dire que la politique qu'ils avaient était une conformité à une idéologie dominante de l'époque, qui nous paraissait moins évidente que l'idéologie d'aujourd'hui parce qu'on avait plutôt tendance à être d'accord avec elle, mais qui était néanmoins idéologique. Et cette idéologie était renforcée notamment par des affirmations comme celle dont on vient de parler, qui est qu'il y a un business case pour la diversité. Malheureusement, et c'est pour ça que je tiens à démonter cet argument du business case, quand on utilise de mauvais arguments comme le business case, on donne en fait des arguments à nos adversaires. Utiliser de mauvais arguments pour défendre une cause juste est toujours un mauvais service qu'on lui rend parce que le jour où, pour de très mauvaises raisons, tes adversaires veulent s'y attaquer, ils ont beau jeu de se servir de tes arguments et de montrer qu'ils étaient faux. Donc c'est très facile aujourd'hui pour ceux qui veulent revenir en arrière sur la diversité de dire on nous a menti, on nous a dit que c'était bon pour le business, regardez, ça ne sert à rien, donc revenons en arrière. Or, c'était pas pour ça qu'il fallait le faire. Encore une fois, je dis pas qu'il fallait pas le faire, je dis que c'était pas pour ça qu'il fallait le faire. Malheureusement, quand on utilise de mauvais arguments, c'est comme ça qu'on est contredit. La culture de la diversité, elle est beaucoup mise à mal dans les entreprises par les stéréotypes. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des stéréotypes et comment ils s'installent dans une organisation? On a beaucoup travaillé sur les biais cognitifs. Est-ce que tu peux nous parler des stéréotypes et comment est-ce qu'on les combat? Alors, on pourrait parler très longtemps des stéréotypes parce que c'est un problème compliqué et en plus intéressant. L'argument qu'on entend le plus souvent dans les entreprises, c'est que le manque de diversité est lié à des stéréotypes. Je vais prendre l'exemple des stéréotypes de genre, parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus de données, en particulier en France, où c'est la seule chose qu'on a le droit de mesurer. Donc beaucoup d'entreprises me disaient, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par écrire ce livre, me disaient on voudrait beaucoup faire progresser la mixité et la diversité dans notre entreprise. Or, on sait que la raison pour laquelle nous n'avons pas de diversité, c'est à cause des stéréotypes de genre et des biais cognitifs de nos managers qui sont victimes de ces stéréotypes. Est-ce que vous pourriez venir nous faire une courte présentation de 20 minutes qui permettrait d'éliminer ces stéréotypes, grosso modo? Et ma réponse habituelle était je ne crois pas que ça soit ça le cœur du problème. Et si ça l'était, je ne suis pas sûr qu'une présentation de 20 minutes suffirait à en venir à bout. Après avoir répondu ça, en général, on me disait on vous rappellera et on ne me rappelait pas. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait écrire un livre pour essayer de développer un peu le point de vue. Donc pourquoi est-ce que c'est pas le cœur du problème et pourquoi est-ce que 20 minutes n'en viendraient pas à bout? C'est pas le cœur du problème, non pas parce que les stéréotypes de genre n'existent pas, ils existent. Ils sont très importants, ils sont navrants, ils sont d'une persistance étonnante dans la société. J'essaye d'en démonter les mécanismes pour ceux que ça intéresse. Mais là où je pense qu'on passe à côté du problème quand on met tout sur le dos des stéréotypes de genre, c'est que si les stéréotypes de genre dans la société dans son ensemble étaient responsables du problème de diversité dans les entreprises, on devrait avoir le même problème de diversité partout. Or, quand on regarde les faits, combien on a de femmes dans les PDG du CAC 40 ou du SBF 120? À peu près 10%. Combien on en a dans les comités exécutifs des mêmes entreprises? Autour de 20-25%. On est en train de tendre vers 30 parce que la loi, grâce à la loi, y contraint.
Où est-ce qu'on en est dans le milieu très macho de la politique, dont on n'arrête pas de nous dire qu'il est horriblement machiste et voilà. 33% des présidentes de région, 42% des membres du gouvernement, c'était 50 jusqu'à il n'y a pas longtemps, 37 ou 38% des parlementaires, donc 2 ou 3 fois plus que les entreprises. Où est-ce qu'on en est, par exemple, dans la justice? Qu'on vienne pas me dire que c'est pas des positions de pouvoir, magistrats. Voilà, des gens qui peuvent décider de te mettre en prison demain matin. On a pas loin de 80% de femmes parmi les jeunes magistrats, et même aux plus hauts échelons de la magistrature, on a 60 ou 70% de femmes à la Cour de cassation ou dans les cours d'appel. Donc, dans tous les domaines de la société, grosso modo, enfin, je pourrais continuer à les énumérer, mais dans tous les pans de la société, les femmes, en dépit de ces stéréotypes de genre dont je ne nie pas l'existence, ont pris une place beaucoup plus grande que celle qu'elles ont réussi à prendre dans les entreprises. Il me semble qu'on a là un sujet, un problème de logique, qui est que on ne peut pas prétendre qu'un problème qui touche toute la société produit des conséquences aussi radicalement différentes selon qu'on regarde la magistrature ou les entreprises. Il doit y avoir, s'il y a un problème spécifique aux entreprises, il doit y avoir une explication spécifique aux entreprises et probablement des remèdes spécifiques aux entreprises. Alors moi, ma thèse, c'est que c'est bien un stéréotype qui est cette cause spécifique aux entreprises, mais ce ne sont pas les stéréotypes de genre ou les stéréotypes sur la minorité, ce sont les stéréotypes qu'ont les entreprises et les gens qui y travaillent sur le leadership, sur les leaders. Et qu'en fait, le problème de diversité vient de la rencontre entre les stéréotypes de genre, ou sur les minorités, d'une part, et les stéréotypes qu'on a sur les leaders. Et que là où les entreprises peuvent travailler et peuvent résoudre le problème qui leur est spécifique, c'est en travaillant sur la sélection des leaders, d'une manière qui laisse moins de place à ces stéréotypes sur les leaders. Voilà ce que j'ai essayé de montrer, et voilà le sens des recommandations que j'essaye de faire pour proposer des voies de progrès. Alors, il y a 5 axes de travail que tu suggères. Le premier, c'est une entreprise plus inclusive, avec assez loin des clichés de la fraternité universelle. Tu dis finalement la culture inclusive, c'est aussi savoir organiser la confrontation des idées. On peut avoir en tête L'Oréal, qui avait pendant très longtemps une culture de confrontation avec des équipes qui travaillaient sur le même projet simultanément et qui ensuite s'affrontaient pour gagner le positionnement de telle ou telle crème. Tu mentionnes les Red Teams dans les communautés de renseignement, où une équipe va challenger l'autre pour être sûr qu'on laisse aucune zone d'ombre dans un projet d'intervention. Comment est-ce qu'on peut... alors tu suggères, il y a aux États-Unis, il y a comment on appelle ça, les communautés, les groupes affinitaires, les Employee Resource Groups, les ERG, programmes de mentoring. Tu mentionnes aussi, et j'aimerais peut-être détailler ça, parce qu'on ne peut pas tout détailler, les micro-inclusions. Qu'est-ce que tu peux dire sur les micro-inclusions comme un moyen efficace de créer une culture plus ouverte? En fait, il y a un terme qui est devenu assez populaire aux États-Unis depuis quelques années, c'est les micro-agressions. L'idée de la micro-agression, c'est que même si tu n'es pas sexiste ou pas raciste, tu peux avoir par inadvertance des comportements qui sont perçus comme des agressions par les personnes que tu as en face de toi. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui a l'air d'être étranger, alors qu'en fait il ne l'est pas, lui demander d'où il vient, ce que tu fais avec les meilleures intentions et en ayant le sentiment justement de t'intéresser à lui, peut être vécu par la personne qui entend cette question comme une agression qui lui reproche d'être un étranger, alors qu'en réalité, il est né à 500 mètres de chez toi et qu'il y a fait ses études. Donc, la contraposée de ça, si on peut dire, c'est de dire comment est-ce que je peux créer des micro-inclusions, des comportements qui montrent aux gens que je les inclus, que je m'intéresse à eux, et il y a une étude que je cite, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une étude que je cite qui montre que ces micro-inclusions ont un fort effet sur le sentiment d'appartenance et de motivation. En fait, pour le dire simplement, la micro-inclusion, c'est du bon management. C'est tout simplement d'être un bon manager de terrain qui s'intéresse aux gens, qui les écoute, qui prend leur avis en considération, et qui, pour ça, va souvent mettre en place des méthodes de travail qui donnent à chacun l'opportunité de s'exprimer. Tu donnais des exemples de méthodes qui organisent la confrontation des idées. Ça n'est pas naturel quand on est dans un groupe en général, et en particulier quand on est dans un groupe où il y a une diversité d'origine, de prendre la parole, de dire ce qu'on pense.
Le problème l'un des problèmes qu'on a quand on essaye de tirer les bénéfices de la diversité, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des gens qui ont des idées différentes, encore faut-il qu'ils les expriment, et encore faut-il qu'on les écoute. Et donc si on n'a pas créé un climat dans lequel ils se sentent en sécurité pour les exprimer, en sécurité psychologique pour les exprimer, et où ils voient qu'on va en tenir compte dans les décisions qu'on va prendre derrière, assez rapidement, on aura des gens qui seront très différents, qui penseront tous pareil. Deuxième sujet que tu abordes, c'est le sujet du recrutement. Et alors là, nouveau pavé dans la mare. Recruter comme on fait aujourd'hui, où on délègue au terrain des processus de recrutement, où on dit que le recrutement c'est de l'humain et donc il faut se fier à son intuition. Toi tu dis non, les études elles montrent que se fier à son intuition c'est la dernière chose à faire, qu'il faut centraliser le recrutement. Mais dans ce cas-là, c'est une approche mécanique. Est-ce qu'on ne va pas supprimer tous les départements en recrutement et fournir ça à une IA pour être efficace et combattre les biais qu'on peut avoir dans ce processus de recrutement? Alors, on ne va pas le faire, non seulement parce que ça serait pas très, indépendant de la question de savoir si on prendrait des meilleures décisions. On va pas le faire parce que personne n'a envie de le faire. Sur ce sujet du recrutement, tu dis c'est un nouveau pavé dans la mare, mais il n'est pas nouveau. C'est un pavé dans la mare qui est au fond de la mare depuis très très longtemps. Et il reste au fond de la mare, personne ne va le chercher parce que tous ces travaux sur les bonnes et les mauvaises manières de faire du recrutement, qui sont vraiment pas nouveaux, hein, il y a plus d'un siècle de recherche sur ces sujets, sont absolument ignorés des gens qui prennent des décisions de recrutement. Je vais même te dire franchement, moi-même, si j'ai une décision de recrutement à prendre demain, je suis pas sûr que je ferai pas quand même un entretien avec la personne que j'ai en face de moi, bien que je cite des tas de travaux qui disent qu'un entretien est une très mauvaise manière de faire du recrutement. Donc la question pratique qui se pose, c'est pas, et j'essaye de le dire aussi clairement que possible, c'est pas est-ce que vous allez suivre à la lettre les prescriptions théoriques de la recherche, c'est comment est-ce que vous faites rentrer dans vos méthodes de recrutement un certain nombre d'ajustements qui vous permettent de prendre de meilleures décisions et d'avoir plus de diversité. Je donne un exemple. Beaucoup de gens me disent on recrute dans des pools de talents dans lesquels malheureusement il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Par exemple, je cherche des ingénieurs, je vais dans les écoles d'ingénieurs, voilà, ils sont tous français, ils sont tous blancs et c'est tous des hommes. Après je peux me dire qu'il faudrait que j'ai plus de diversité, mais c'est vachement dur. La question c'est pourquoi est-ce qu'on recrute dans ce pool-là ? Est-ce que les skills, les savoir-faire qu'on recherche, les compétences qu'on recherche, les qualités qu'on recherche ne sont présents que là ? Évidemment, la réponse est non. On recrute à cet endroit-là parce qu'on pense qu'on a plus de chances d'y trouver ce qu'on cherche que dans d'autres endroits où on pourrait trouver ce qu'on cherche, mais ça demanderait beaucoup plus d'efforts. De même que on cherche les truffes, il vaut mieux les chercher dans les forêts de chênes, on sait qu'il y en a plus que si on les cherche ailleurs, paraît-il. J'ai jamais cherché de truffes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, on optimise par rapport au coût de la prospection, si on peut dire. Si je renverse le problème et que je me demande comment est-ce que je fais en sorte de faire baisser le coût de la prospection pour que ça devienne économiquement possible d'aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées, je vais pouvoir aller chercher dans des sources beaucoup plus diversifiées. Si le coût de l'exploration, de la prospection baisse, je peux aller chercher des pépites ailleurs que dans les filons les plus riches. Donc, comment est-ce que je peux trouver des techniques de sélection ou de présélection qui vont me permettre d'aller chercher des gens plus larges ? Je me rappelle une conversation avec un patron de start-up qui me disait « Depuis que j'utilise des tests en ligne pour présélectionner les gens avant de regarder leur CV, je m'aperçois qu'il y a des gens qui viennent d'autres formations, voire d'autres pays, d'autres entreprises dont j'ai jamais entendu parler et qui cartonnent sur ces tests beaucoup mieux que les ingénieurs que j'allais chercher dans les meilleures écoles françaises. Après, il reste un filtrage à faire pour m'assurer qu'ils ont toutes les autres qualités que je cherche. Mais j'ai élargi mon pool parce que j'ai une technique qui me permet de l'élargir. » C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est un exemple de comment tu peux changer ton process, ta méthode, pour avoir plus de diversité. Et l'idée directrice, on va continuer à parcourir les 5 sujets, mais l'idée directrice sur ces 5 sujets, c'est que beaucoup d'entreprises se disent il y a des stéréotypes, il y a des mentalités, c'est ça qui est la cause profonde des discriminations et du manque de diversité. Il faut donc s'attaquer aux stéréotypes et changer les mentalités. Ça paraît logique. C'est très cartésien de se dire je trouve la cause, je m'attaque à la cause, parce que sinon je ne fais que traiter le problème superficiellement. C'est malheureusement faux.
on va avoir d'abord beaucoup de mal à s'attaquer aux mentalités et aux stéréotypes. C'est très difficile de changer les mentalités des gens. C'est très difficile de les faire changer sur des sujets qui sont aussi enracinés. Et surtout, il y a des manières beaucoup plus rapides. Je viens de te donner un exemple. Je pourrais essayer de faire changer les mentalités des gens pour qu'ils arrêtent de penser que les ingénieurs français sont meilleurs que les ingénieurs indiens. Mais c'est beaucoup plus facile de dire je change ma méthode et je vous amène 10 candidats dont 5 sont français et 5 sont indiens, faites votre choix par vous-même et vous allez vous apercevoir que les Indiens sont meilleurs. Et là, soit dit en passant, la mentalité va finir par changer. Quand je vais avoir dans mon équipe 5 Indiens qui codent 2 fois plus vite que les Français, je vais dire finalement, j'ai changé d'opinion. Mais j'ai pas changé parce qu'on m'a envoyé une formation pour me faire changer. J'ai changé parce qu'on a changé de process, que ça a changé la réalité et que quand la réalité change, je change d'opinion. Est-ce qu'à travers ces méthodes, on peut adresser aussi le sujet des soft skills? Parce que sur les hard skills, c'est facile d'avoir des tests quantifiés, mesurables. Sur les soft skills, il y a les soft skills et il y a le côté culture d'entreprise aussi. C'est deux choses différentes. On va être sûr que la personne s'intègre bien. Est-ce que ça mérite pas un entretien? Alors, ça mérite absolument un entretien. Le problème de ce fit culturel, c'est que sous couvert de quelque chose qui est absolument indispensable, qui est de s'assurer de la capacité d'une personne à s'intégrer à l'entreprise, il va en fait très souvent servir d'alibi, d'excuses, d'excuses pour ce qui est en fait une sélection sociale déguisée. Il y a des études sociologiques tout à fait intéressantes, notamment sur les cabinets de conseil et sur les banques d'affaires, où on s'aperçoit que les personnes qui font le recrutement cherchent de manière tout à fait explicite et sans s'en cacher des gens qui leur ressemblent sociologiquement autant que possible, c'est-à-dire qui ont fait les mêmes écoles, venant du même milieu social, avec les mêmes hobbies, passant leurs vacances au même endroit, etc. Donc forcément, quand on fait comme ça, on va reproduire exactement la même chose. Qui se ressemble s'assemble, je comprends bien, donc ça c'est la logique de fit culturel. Mais si on assemble des gens qui se ressemblent, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, on n'ait pas beaucoup de diversité. Donc la question de la culture d'entreprise et du fit avec la culture d'entreprise, elle se décompose en 2 éléments. Le premier, c'est quel poids on donne à ce critère-là par rapport aux autres. Et oui, c'est un critère, mais dans beaucoup d'entreprises, je me rappelle une conversation avec une DRH qui me disait c'est très intéressant tout ce que vous racontez sur le recrutement, mais enfin moi, vous savez, dès que le candidat sort de l'ascenseur, je sais tout de suite s'il va faire l'affaire. Donc ça, c'est une manière de dire le fit culturel, qu'en plus je me sens capable d'évaluer d'un seul coup d'œil, est le critère absolu qui écrase tous les autres et finalement toutes les compétences techniques, etc., tous les hard skills, tous les soft skills, on s'en fiche, ce qui compte c'est mon jugement que j'appelle le fit culturel. Bon, donc quel poids on lui donne? La deuxième question, c'est plus compliqué, c'est en quoi il consiste vraiment. Est-ce que le fit culturel consiste à me ressembler, ce qui est la définition la plus évidente et la plus facile à mettre en œuvre, ou est-ce que le fit culturel consiste à être capable de faire le travail dans le contexte de cette entreprise? Et pour que la réponse ne soit pas la même à ces 2 questions, c'est-à-dire pour que être capable de faire le travail dans cette entreprise ne consiste pas à me ressembler, qu'est-ce qu'il faut éventuellement que je change? Je donne l'exemple d'une société d'investissement où on considérait que la culture était une culture de confrontation et où il fallait que les gens soient, je résume une longue histoire parce qu'ils ne l'auraient pas dit comme ça, des grandes gueules pour s'exprimer dans le comité d'investissement, taper sur la table et faire valoir leur opinion. Il y a des tas de manières de contribuer à un comité d'investissement avec des idées qui ne nécessitent pas d'être une grande gueule. Donc ce comité d'investissement-là a changé son mode de fonctionnement pour que des gens qui n'ont pas cette personnalité-là puissent contribuer à leur tour. Ils ont un excellent fit avec la culture d'entreprise, mais ils ne ressemblent pas à la personnalité des fondateurs initiaux de la boîte qui étaient des grandes gueules. Il faut donc pouvoir être... La vraie inclusivité, c'est ça. C'est de faire des ajustements à sa culture d'entreprise pour qu'elle soit capable d'accueillir des gens qui sont capables de fonctionner dans la culture. Je ne dis pas que tout le monde l'est, et je ne dis pas que la culture doit être ouverte à absolument tout le monde sans aucune distinction. Mais sans pour autant exiger qu'on ressemble comme un clone aux individus qui y sont déjà. Le quatrième sujet, qui est lié au sujet du recrutement, c'est le sujet de l'évaluation. Comment est-ce que j'objective l'évaluation pour éviter, là encore une fois, les stéréotypes, les biais cognitifs, et comment je fais en sorte de donner sa chance au produit, on va dire, et de chaque produit dans l'entreprise?
Très vaste problème et qui en fait est le nœud du problème, hein, parce que quand on regarde le problème de la mixité dans les instances de direction, dans pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui, on a une mixité quasi parfaite à l'entrée. On a dans tous les pools de recrutement, dans toutes les études supérieures, maintenant une majorité de jeunes femmes. Donc à l'entrée de la plupart des entreprises, on a 50% ou à peu près, ou souvent beaucoup plus, de femmes. Et pourtant, on en a 10% à la fin. Donc c'est bien dans les différentes étapes d'évaluation et de promotion que le problème se pose. Là, on a plusieurs problèmes. Il y en a un sur lequel on a pas mal de données, donc je le prends en exemple. Dans pratiquement toutes les entreprises, on va évaluer les gens régulièrement, toutes les entreprises structurées, modernes, on va évaluer les gens régulièrement sur leur performance et sur leur potentiel. Parce que c'est une réalité que tout le monde ne sera pas promu au grade suivant, et donc il faut qu'on se fasse un jugement non seulement de la performance de la personne dans le passé, mais de sa capacité à performer dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel est une prédiction, une prévision de la performance future. Il y a des études tout à fait intéressantes là-dessus qui regardent, par exemple, dans une grande chaîne de distribution américaine, comment sont évalués les hommes et les femmes sur leur performance et sur leur potentiel. On voit une première chose qui est que, de manière générale, les femmes ont une performance égale ou supérieure aux hommes, et pourtant sont évaluées comme ayant un potentiel plus faible. C'est intéressant. Mais soyons, a priori, ouverts d'esprit. Peut-être que c'est juste, peut-être qu'effectivement, elles ont moins de potentiel. Hein, après tout, je suis agnostique, donc admettons que ça soit vrai. La question c'est, est-ce que l'année suivante, elles ont effectivement performé moins bien que les hommes? Si elles avaient moins de potentiel, on devrait voir l'année suivante que leur performance est moins bonne, puisque le potentiel est une prévision de la performance. Ben justement, c'est pas ça qui se passe. L'année suivante, on s'aperçoit que les femmes performent de mieux en mieux et les hommes de moins en moins bien. Donc ce que ça te dit, c'est que la perception du potentiel ou le jugement du potentiel qui était fait au moment où on évalue le potentiel était un jugement biaisé, c'est-à-dire qu'il était non seulement différent selon les populations, mais surtout inexact. On se trompait sur cette évaluation de potentiel. Pourquoi on se trompait? Ou comment on se trompait en pratique? Première question, est-ce que c'est parce que les hommes sont sexistes? Eh ben non. Les femmes se trompent autant que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, quand elles sont managers, évaluent le potentiel des femmes de la même manière que les hommes l'évaluent. C'est-à-dire de manière aussi biaisée et aussi inexacte. Des stéréotypes? Donc en fait, le problème, c'est le stéréotype. Le stéréotype, c'est ce qui fait que quand on se demande est-ce que cette personne a du potentiel, en fait, la question à laquelle on répond, c'est est-ce que cette personne ressemble à l'idée que je me fais du poste suivant? Plus on va monter dans la hiérarchie et plus le poste suivant a des chances d'être occupé par un homme. C'est ce qu'on a constaté au début de cette discussion. Et donc, tant qu'on raisonne sur cette analogie avec un stéréotype ou avec ce qu'on observe, et que c'est ça notre définition du potentiel, c'est cette espèce d'analogie soft qu'on fait où on se demande est-ce qu'il a what it takes? Est-ce qu'il a du potentiel? Ça veut rien dire le potentiel. Le potentiel, ça veut dire est-ce que je crois que cette personne peut faire le job suivant? Si c'est ça la question qu'on pose, ben on va y répondre par analogie avec un stéréotype. Donc en fait, cette idée de potentiel ouvre la porte au stéréotype, laisse la place au stéréotype. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait s'en débarrasser complètement? Ben non, parce que ça existe le potentiel. Il y a effectivement besoin de faire une prévision. La question c'est comment est-ce qu'on la fait plus juste? Alors là, je prends une autre étude, ça va t'intéresser toi qui connais bien les forces de vente, faite dans une force de vente en particulier, et je ne dis pas du tout qu'elle serait applicable partout. Dans cette force de vente, les auteurs de l'étude disent on a regardé les évaluations de potentiel, ça ne marche pas du tout. On a aussi regardé est-ce que le fait de promouvoir les meilleurs vendeurs te donne les meilleurs chefs de vente? Comme on le sait tous, ça ne marche pas du tout non plus. Et quand on promeut le meilleur vendeur, on fait une double erreur, on perd son meilleur vendeur et on gagne un mauvais chef de vente souvent. Pas toujours, mais souvent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, quand ils se sont demandé quels sont les facteurs prédictifs d'un bon chef de vente, mais qu'on peut objectiver, qui ne sont pas juste est-ce que je le sens bien, est-ce qu'il a du potentiel, ils en ont trouvé un. Et quand on le dit a posteriori, il est évident. Mais en fait, il n'était pas évident avant, comme toutes les évidences. En l'occurrence, dans cette société-là, et je ne dis pas que c'est généralisable, dans cette société-là, c'était quelle est la part des ventes d'un vendeur qui est faite en collaboration avec d'autres vendeurs. C'est-à-dire que si un vendeur est d'un tempérament suffisamment collaboratif pour être prêt à partager sa commission avec d'autres vendeurs, parce qu'il est du genre à penser que agrandir le gâteau et le partager, c'est mieux que d'avoir 100% d'un gâteau plus petit, eh ben ça te dénote probablement le genre d'état d'esprit qui fera le bon chef de vente.
Voilà un truc vachement intéressant. Là, tu as trouvé, dans cette boîte-là, pour cette population-là, c'est encore une fois pas généralisable, tu as trouvé un critère de potentiel qui est objectivable. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est cette démarche-là. C'est pas copier-coller le critère. Il serait pas applicable partout. Mais c'est la démarche qui consiste à se demander quels sont les indicateurs objectifs de potentiel qui ne consistent pas à se demander est-ce que je le sens bien son potentiel à cet homme-là. Tu as une autre approche que tu suggères qui est de passer de l'opt-in à l'opt-out. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'elle est très pragmatique, très facilement implémentable et efficace. Alors ça, c'est le problème des postes qui s'ouvrent dans les entreprises. Dans la plupart des entreprises, quand un poste est ouvert, on dit on voudrait des candidats. Qui veut le job? Roland est parti, voilà, et qui lève la main pour dire qu'il est candidat au poste de Roland. Et absolument tous les DRH et tous les PDG avec qui j'ai eu cette conversation me disent vous voyez bien le problème, c'est que les femmes n'ont pas d'ambition, hein, parce que quand un poste s'ouvre, on a plein d'hommes qui sont candidats. D'ailleurs, la plupart ne sont pas qualifiés, hein, ils se surestiment un peu, mais bon, au moins ils sont candidats, ils en veulent. Alors que les femmes, même quand elles sont très compétentes, elles ne se portent pas candidates, donc il faut qu'on aille les chercher une à une pour essayer de les convaincre d'être candidates, et puis même comme ça, elles n'ont pas très envie, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même, on ne sait pas quoi faire, quoi. En réalité, si on prend 2 secondes de recul, qu'est-ce que ce processus qui consiste à demander aux gens de se porter candidat reflète? Quelle croyance est-ce qu'il incarne? À quel stéréotype est-ce qu'il renvoie? En fait, c'est un processus qui va récompenser ou qui va attirer des gens qui d'abord se surestiment, puisqu'il récompense des gens qui pensent avoir les compétences, pas les gens qui les ont. Donc, il défavorise les gens qui se sous-estiment, qui sont plus souvent des femmes mais qui peuvent être des hommes, et il favorise les gens qui se surestiment, qui sont plus souvent des hommes et qui peuvent être des femmes. Mais en tout cas, il favorise les gens qui ont une autre idée d'eux-mêmes. Il favorise les gens qui sont prêts, sans y réfléchir trop longtemps, à sauter sur l'opportunité, c'est-à-dire des gens qui avaient envie de prendre le job suivant, c'est-à-dire des gens qui sont plus motivés par la progression de carrière que par la satisfaction dans leur travail actuel. Il récompense enfin des gens qui sont contents de rentrer dans une logique de compétition avec leurs pairs, avec leurs collègues. Des gens qui ont des coudes acérés, comme on dit dans certaines entreprises, et pour qui ça n'est pas un problème, et ça peut même être une source de motivation de rentrer dans une logique compétitive. Donc en fait, sans y réfléchir, sans avoir l'impression que c'était ça qu'on faisait, on a créé un processus qui récompense, ou qui sélectionne des gens qui sont surconfiants, ambitieux et compétitifs. Alors, il est possible que ça soit ça la job description du poste pour lequel on recrute. Hein, s'il y a écrit sur la job description « Je veux des gens surconfiants, ambitieux et compétitifs », super, on a la bonne méthode. Malheureusement, c'est souvent, ou heureusement, c'est souvent pas le cas. Souvent, c'est pas ça qu'on cherche. Alors comment faire? Pourquoi est-ce qu'au fond, on attend des gens qui se portent candidats? Dans la grande majorité des entreprises, quand même, on a un minimum de système RH où on sait qui sont à peu près les gens qui ont l'expérience, la performance, les compétences, l'ancienneté, que sais-je, nécessaires pour remplir un poste donné. On doit pouvoir les identifier et leur dire « Bonjour, cher Roland, nous vous avons identifié comme quelqu'un qui satisfait aux critères pour le poste qui vient de s'ouvrir. Donc nous considérons que vous êtes candidat et vous allez rentrer dans le processus de sélection. Naturellement, si ça ne vous intéresse pas pour une raison ou pour une autre, dites-le nous, on ne veut pas vous faire perdre de temps. Vous pouvez opt-out. Mais je ne vous demande pas de vous porter candidat, j'identifie proactivement les candidats. Ça n'interdit pas d'en avoir d'autres qui se portent candidat proactivement aussi. D'ailleurs, si je ne les ai pas identifiés, je peux me tromper. Mais j'identifie proactivement les candidats sans attendre qu'ils jettent leur chapeau sur le ring pour se porter candidat. Je résous le problème sans avoir changé les mentalités, sans avoir changé les stéréotypes, sans m'être attaqué à des biais cognitifs. J'ai tout simplement changé de méthode. Et tout ce que j'essaye d'illustrer dans ce livre, c'est qu'il y a des tas de changements de méthode comme celui-là qui peuvent avoir un impact important. Alors, ils ne sont pas tous possibles partout, il y a toutes sortes de limites, mais chaque entreprise peut se demander quels sont les changements de méthode qu'elle peut mettre en œuvre, qui vont l'aider à progresser un peu. Elle peut mesurer leur impact. Elle s'apercevra qu'il y en a qui marchent et qu'il y en a qui ne marchent pas. Elle peut continuer ceux qui marchent et elle peut, c'est très important, abandonner ceux qui ne marchent pas. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Ça ouvre le dernier chapitre, la dernière piste que tu suggères à tes lecteurs, que tu nous suggères à tous, qui est développer la flexibilité, l'agilité de l'organisation. Ouais. Comment est-ce que concrètement, l'agilité c'est un bien grand mot, on a beaucoup parlé dans les années 70-80 sur les chaînes de production, l'agilité managériale, elle est plus difficile en général à déployer. Quels sont les conseils que tu peux donner aux dirigeants qui nous écoutent? C'est probablement le plus compliqué parce que ça renvoie en fait à des croyances et à des stéréotypes assez profondément ancrés. En fait, je repars de travaux de recherche ici qui sont notamment ceux de Claudia Goldin, la prix Nobel d'économie, qui montrent que les écarts de salaire aux États-Unis entre les femmes et les hommes s'expliquent maintenant presque entièrement, en tout cas pour une très large part, par le fait que les entreprises récompensent non pas la qualité et la quantité du travail, mais sa continuité et son intensité. C'est-à-dire qu'elles pénalisent très fortement les interruptions de carrière, et elle récompense très fortement la capacité à monter en régime très rapidement, quitte à baisser en régime rapidement ensuite, en fonction d'un coup de bourre, pour le dire simplement. Donc en fait, l'exemple type, c'est les cabinets d'avocats. Si tu es capable de biler, de facturer à tes clients 50 heures par semaine, tu gagneras pas 2 fois plus que la personne qui en facture 25, tu gagneras 5 ou 10 fois plus parce que à force de facturer 50 heures par semaine, tu auras été promu ou élu partenaire du cabinet, alors que la personne qui en fait 25 n'y arrivera jamais. La question donc qui se pose pour les entreprises, c'est comment est-ce que on sort de cette culture de winner takes all, de sélection d'un petit nombre de gagnants par la flexibilité, grosso modo, et comment est-ce qu'on rentre dans un système où on va être plus collégial dans son organisation. Et la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que, en réalité, dans beaucoup d'entreprises, la flexibilité agit comme un test de motivation. Je parlais il y a pas longtemps avec un de mes jeunes anciens élèves qui travaille dans une grande banque d'affaires et qui me disait, en fait, on passe nos journées à tailler nos crayons et à ne rien faire, à attendre qu'à 22 heures, il y ait un chef à plume qui vienne nous dire quelle est la spreadsheet qu'il faut absolument changer d'ici demain matin. Et donc, on va travailler toute la nuit, alors que si on était un tout petit peu mieux organisé, on n'a en fait pas un temps de travail très très long. Dans cette banque d'affaires-là, et malheureusement dans beaucoup d'organisations, on est assez intelligent pour comprendre que c'est ça qu'on est en train de faire. Si on le fait, c'est parce qu'en réalité, ce qu'on essaye de faire, c'est de décourager cet élève-là qui se dit que c'est un jeu stupide, et de garder celui d'à côté qui se dit que c'est un test de sa motivation et qu'en étant capable de travailler une nuit de plus, il a plus de chances d'être promu à la place de... Donc en fait, c'est à cette culture-là qu'il faut s'attaquer. C'est pas seulement, là, quand on parle de flexibilité, on parle des congés maternité, des congés paternité et du télétravail, tout ça est très important, ça aide. Mais plus fondamental que ça, il y a cette espèce de notion de all-in et de winner takes all qui est au cœur du problème. On a encore 2 minutes, je te donne un autre exemple. Un exemple qui m'a frappé récemment parce que je l'entendais dans un podcast et que j'aime beaucoup les podcasts, c'est un PDG d'une grande entreprise française qui était interrogé sur ce sujet-là, de la diversité. Et je ne vais pas le citer parce que c'est quelqu'un d'admirable et qui fait un travail formidable, mais et je trouvais qu'il était représentatif, donc c'est pas à lui que je m'en prends, mais c'est à l'histoire qu'il raconte. Dans le générique du podcast, on l'entend dire, ce qu'il dira un petit peu plus tard, la mixité pour nous c'est très important, on a un pool de haut potentiel et on essaye de faire en sorte que les femmes à haut potentiel progressent dans l'entreprise parce qu'on n'en a pas encore assez malgré les progrès très importants qu'on a fait, il donne des chiffres, et on fait tout ça dans le respect d'un principe auquel on tire absolument qui est la méritocratie. On tient à la méritocratie, tu as le meilleur job parce que tu es la meilleure personne. Jusque-là, je suis entièrement d'accord avec ce PDG. Ensuite, l'entretien commence et la première question c'est alors c'est comment la vie d'un PDG du CAC 40 ? Et dans les 6 premières minutes, littéralement les 6 minutes 15 de ce podcast d'une heure et demie, il va réussir à nous dire, qu'il se lève tous les matins à 5h30 pour lire ses emails parce que si sa journée ne commence pas à 5h30, c'est impossible de faire tout ce qu'il a à faire. 2, que depuis le début de sa carrière, il a passé au moins 15 jours par an à voyager, 15 jours par mois à voyager, typiquement en partant le dimanche soir pour aller en Asie et puis en revenant le vendredi 2 semaines plus tard après avoir fait une sorte de petit tour du monde. Et 3, que heureusement, il a une épouse formidable qui est restée à la maison et qui s'est occupée des enfants. On apprendra un petit peu plus tard dans le podcast qu'elle avait fait les mêmes études que lui, mais que naturellement, elle a renoncé à sa carrière pour s'occuper des enfants et qu'aujourd'hui, elle s'occupe des bonnes œuvres de la famille parce que
On ne peut pas être deux à avoir une vie pareille. Alors, encore une fois, je ne jette pas la pierre à ce PDG qui a le mérite d'être d'une grande transparence. Mais si ce qu'on dit, c'est qu'on est une méritocratie, et que le message qu'on envoie quand on parle de réussite, c'est celui-là, il y a un petit risque que la définition du mérite qu'on est en train de mettre en avant soit une définition un petit peu particulière et un petit peu discriminante en réalité dans le monde où on vit en réalité. Et tant qu'on n'a pas redéfini le mérite pour éviter que le mérite ne consiste à se conformer à ce stéréotype du winner takes all et de la compétition permanente, on va avoir un problème qu'on aura beaucoup de mal à résoudre. Donc la vraie flexibilité, c'est pas juste de dire oui, vous pouvez travailler de chez vous le vendredi. C'est de s'interroger sur les critères qu'on a quand on attend des gens qu'ils nous démontrent qu'ils sont bons. Les critères qu'on a pour évaluer si un podcast est bon, ils sont tous remplis aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence avec nous. Si tu as encore quelques minutes, on peut peut-être prendre une avec question d'auditeurs. Charlotte, est-ce que vous pouvez la poser sur LinkedIn, sur GoToWebinar, sur YouTube, en fonction de... Donc, vous insistez sur la nécessité de formaliser les désaccords pour améliorer la qualité des décisions. Or, beaucoup de cultures d'entreprise valorisent l'harmonie et l'alignement. Comment sortir de cette logique sans créer de tensions destructrices ? C'est un vrai challenge pour les managers. Et en fait, c'est un challenge pour les managers. C'est un challenge de leadership et un challenge de management. Quand on dit que les entreprises valorisent l'harmonie, on va le prendre de manière très très pratique. Je suis un manager, j'ai une équipe autour de moi, et je pense que je connais la bonne décision à prendre, mais comme je ne suis pas un tyran et comme je valorise l'harmonie, je vais faire un tour de table où je vais dire à mon équipe, bon écoutez, on a entendu une très bonne présentation, je crois que c'est une très bonne recommandation, mais naturellement, je tiens à entendre votre avis. Et quand je dis ça, en fait, ce que je télégraphie très clairement à mon équipe, c'est je tiens à l'harmonie, je veux que vous soyez d'accord, je veux vous entendre me dire que vous êtes d'accord avec moi. Et donc le résultat que je vais obtenir, c'est que les gens autour de moi vont me dire « Oui, chef, quelle bonne idée, chef. Comme d'habitude, chef, vous avez la bonne idée et je suis d'accord avec vous, chef, et nous allons mettre tout ça en œuvre avec unité et dans l'harmonie totale. » Alors, it feels good, et comme le disait notre auditeur, on valorise cette harmonie. Le problème, c'est que les gens ne sont pas dupes. Ce qu'on obtient en faisant ça, c'est de la fausse adhésion. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas sûr de prendre la bonne décision. Alors la méthode alternative, qui est celle où on renonce un petit peu, en tout cas temporairement, à l'harmonie, elle consiste à dire « je ne vais pas vous dire quel est mon point de vue, je vais essayer de le cacher autant que possible, mais surtout, j'attends de vous que vous me disiez ce que vous pensez vraiment. Ça ne va pas venir spontanément, il faut que j'ai créé un climat dans lequel les gens se sentent en confiance pour le dire. Et donc je m'attends, parce que c'est une question difficile et parce que vous êtes des gens intelligents qui avaient des points de vue différents, à entendre des points de vue contradictoires. Si on est tous d'accord, comme disait le patron historique de General Motors un jour, si on est tous d'accord, je propose qu'on se donne un petit peu plus de temps pour réfléchir à nos désaccords et qu'on revienne prendre cette décision un autre jour. Donc je veux entendre du désaccord, je veux entendre des points de vue différents. Là où c'est beaucoup plus difficile pour moi, c'est qu'une fois que j'aurai entendu les points de vue différents, il faut que je sois capable d'expliquer aux uns et aux autres que je vais prendre une décision, pourquoi je vais prendre cette décision, pourquoi ça n'est pas la décision de certains et peut-être même pas la décision de la majorité d'ailleurs. J'ai tout à fait le droit et même l'obligation de faire ce que je pense être la bonne chose, même si ce n'est pas l'avis de la majorité. Et il faut ensuite que je leur explique que je compte sur eux pour mettre en œuvre cette décision, même si ce n'était pas celle dont ils étaient les partisans. Intuitivement, j'ai souvent la crainte de ne pas être capable de faire ça. J'ai peur, quand je suis le manager, de ne pas être capable de justifier ma décision. J'ai peur que la décision que je vais à la fin prendre ne soit pas suivie par les gens qui auront été de l'avis contraire et qui diront puisqu'on ne m'écoute pas, je ne vais pas mettre en œuvre la décision. Et donc je vais avoir tendance à revenir au mode de fonctionnement initial qui est celui de la fausse harmonie et du faux consensus. La réalité, c'est exactement le contraire. C'est que quand on a demandé aux gens leur avis et qu'ils l'ont donné et qu'ils ont le sentiment d'avoir été vraiment entendus, c'est-à-dire quand on leur a donné une vraie écoute et ensuite des bonnes raisons, leur motivation à mettre en œuvre la décision, même si ça n'était pas celle qu'ils recommandaient, est beaucoup plus grande parce que tout le monde a envie que son avis compte. Tout le monde a envie d'être entendu. Tout le monde a envie de faire partie d'une équipe où il a voix au chapitre.
Chacun est assez intelligent, normalement, dans une équipe pour comprendre que si on n'est pas tous d'accord, tout le monde ne va pas gagner chaque discussion. Mais chacun est normalement aussi assez intelligent pour comprendre que si vous êtes le chef et que vous écoutez vraiment, ils n'ont pas gagné aujourd'hui, mais ils gagneront peut-être l'argument de la prochaine fois. Et donc faire partie d'une équipe où on est réellement écouté, réellement entendu, et où on a un chef qui prend ses responsabilités, qui est capable de prendre des décisions, et qui sera capable d'en changer en nous écoutant quand on viendra le voir avec des arguments différents, ça c'est une équipe où on est vraiment motivé, où on a envie de donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que quand on valorise cette espèce d'harmonie superficielle, ce faux consensus par rapport à un vrai débat de qualité, c'est parce qu'on a des croyances fausses sur ce qu'on est capable, en tout cas parce qu'on sous-estime ses capacités de manager et parce qu'on surestime la valeur d'un consensus superficiel qui en réalité ne crée pas de vraie adhésion par rapport à un vrai débat où il y a de la confrontation et qui en réalité crée une réelle adhésion. Aujourd'hui, nous avons bousculé pas mal de consensus, pas mal d'idées reçues. Pour aller plus loin, Olivier Sibony, la diversité n'est pas ce que vous croyez. Et si vous voulez prendre des bonnes décisions, je vous recommande aussi bien sûr le bouquin Vous allez commettre une terrible erreur pour combattre les biais cognitifs et prendre les meilleures décisions. Également, vous allez redécouvrir le management, des clés scientifiques là aussi pour prendre des bonnes décisions. Un immense merci Olivier. On a pris une bonne décision aujourd'hui, c'est de t'écouter pendant cette petite heure. Ça a été un énorme plaisir et j'espère à très bientôt. Tout le plaisir est pour moi. Merci de ton accueil. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. À la semaine prochaine.